Mesdames et messieurs, signore et signori, bienvenue dans le podcast Brillare, le rendez-vous des parcours inspirants. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une grande dame, une passionnée de cuisine, une consultante hors pair. Et je suis sûre que vous êtes autant curieux comme moi. Je vous la laisse découvrir. C'est notre chic chef, Sonia. La chic chef. La chic chef. C'est pas facile à dire tous les jours. Non, voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau. Hein, j'ai eu l'occasion de regarder quelques émissions précédentes et c'est hyper intéressant, très inspirant. Et effectivement, le nom me plaît beaucoup, Brillare, j'espère que je prononce bien. Oui. Donc voilà, vous êtes tout en beauté, tout en brillance. Donc, on a fait l'effort. Quand on a des invités comme Chef Sonia, on fait toujours l'effort. Alors, Chef, nous ici, on a pour habitude de demander les nouvelles. Alors, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va très bien. Les choses avancent dans le bon sens, donc je ne peux être que reconnaissante. Malgré le froid. Malgré le froid, oui, ben, la grisaille parisienne, on connaît, donc on est habitué. Je trouve que ça fait partie du charme parisien, presque. Si Paris était tout le temps ensoleillé, ça ne serait plus Paris. Et voilà, donc on fait avec ce qu'on a et c'est très bien. Non, non, on est content, tout va bien. Merci beaucoup de demander et j'ai envie de demander, et toi-même, comment vas-tu? Alors moi, je vais être hyper bien. Je suis très heureuse de recevoir Chef Sonia ici. J'avoue que ça fait un peu de temps que je la suis de loin, que je suis un peu son actualité. Donc je me suis dit, ben, concrètement, il faut qu'elle passe ici. Donc voilà, je suis très contente parce que mon vœu a été exaucé, elle a accepté, donc c'est parfait. Merci. Alors, chef, on va déjà parler de passion pour la cuisine. Parce que je sais que de base, c'est venu, le rôle de chef est venu après reconversion professionnelle. Alors, ça. Déjà la passion pour la cuisine, elle est venue d'où? Alors, la passion pour ma cuisine, elle est venue non pas parce que j'adore cuisiner, mais parce que j'adore recevoir. Okay. Voilà, j'adore recevoir et je suis une épicurienne. Moi, je me définis comme ça, c'est-à-dire que j'aime le bon, le beau et l'élégant. Et à travers mes voyages, alors quand je voyage, vous savez, il y a des personnes qui voyagent pour la culture, notamment les musées, les expositions. Moi, je voyage pour aller manger. Je voyage pour manger, sincèrement. C'est vrai que dans ma liste d'activités, je mets la gastronomie en premier. Alors qu'elle soit dans des belles tables ou la street food, je vais pour vraiment découvrir finalement la culture à travers la nourriture. Et donc, au fur et à mesure de mes voyages, j'ai eu envie comme ça de me dire, mais comment on peut, à notre niveau, en tant qu'Africains, réinterpréter nos cuisines? Mais avant ça, avant même cette étape-là, c'était de dire, à chaque fois que je voyageais, quand je rentrais, je reproduisais l'essence de ce que j'ai vu à la maison. Et j'invitais la famille, les amis. Voilà, j'adore les belles tables bien dressées, les couverts, les petites bibelots. Enfin, j'aime ça, l'art de recevoir. Donc c'est venu comme ça et donc j'ai commencé d'abord à inviter des proches et ensuite j'ai invité des gens que je ne connaissais pas. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle Venez dîner à la maison, où je disais aux personnes, voilà, venez dîner chez moi. Je réinterprétais déjà à ce moment-là les cuisines avec les produits de chez moi, voilà, je faisais des belles assiettes, toujours inspirée de mes voyages. Donc c'est venu comme ça. Donc c'est pas tant le fait de dire j'adore cuisiner, c'est vraiment tout l'art de recevoir, tout l'art culinaire qui m'intéresse. En gros, tu t'es posé, tu as vu un réel problème, un réel manquement au sein de la cuisine africaine et tu as voulu apporter cette touche très raffinée. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que plus je voyageais, plus je me rendais compte que dans tous les pays où j'allais, il y avait toujours deux catégories, on va dire, de cuisine. Donc, on avait toujours la cuisine un peu de rue, donc on appelle la street food, ou la cuisine traditionnelle, très simple. Et on avait des restaurants, des chefs qui se démarquaient un petit peu et qui partaient de la base de la cuisine traditionnelle et qui en faisaient une cuisine gastronomique. Et cette notion de cuisine gastronomique, mais moi, je ne la retrouvais pas dans nos cultures culinaires africaines. Je me suis dit, mais tiens, c'est surprenant.
Voilà, donc on a une très bonne street food, on a des très bons plats traditionnels. Moi, j'adore manger des plats traditionnels de chez moi. Mais comment on l'interprète de manière un peu plus créative, plus recherchée, plus gastronomique? Ça, on n'en avait pas. Et c'est comme ça que ma curiosité a été un peu poussée. Je me suis dit, mais je vais regarder d'abord dans mon environnement. Est-ce qu'il y a des chefs qui ont remarqué cette note-là? Est-ce qu'ils ont réfléchi un petit peu comme moi et est-ce qu'ils se démarquent? Et si il n'en existe pas, eh bien, en fait, il faut créer. Hein, faut créer ce qui n'existe pas. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et donc, ça aboutit à la création de Black Culinaria, qui est donc cette plateforme qui promeut l'excellence des gastronomies noires. On va sûrement revenir sur ce point-là parce que c'est super intéressant. Déjà, on est déjà dans le bain, là. OK, mais si Chef Sonia doit se présenter, quels seraient les mots qu'elle mettra en avant? Alors, juste avec des mots? Avec des mots. Avec des mots, un peu plus. Un peu d'explication. Bah, je dirais que c'est une passionnée, une curieuse aussi, avec une très grande ouverture d'esprit, qui aime bien regarder ce qui se fait ailleurs que dans son périmètre, et qui a toujours cette volonté d'aller chercher dans chaque tradition, chaque culture, ce qu'il y a de meilleur pour la rapporter chez elle et en faire quelque chose de nouveau. Voilà, je me définirais comme ça. Ah ben c'est super intéressant. Chef Sonia, alors, ça fait combien de temps que Chef Sonia est en France? Oh, ça commence à faire beaucoup d'années. Hein. Eh bien, l'année prochaine, ça va faire 25 ans. Waouh! Oui. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que hier, en ce moment, je fais des petites émissions, là, je fais des petits lives, donc j'invite des entrepreneurs. Et je posais la question à un entrepreneur que j'aime beaucoup. Je lui ai dit, mais dans 5 ans, comment tu te vois? Et dans 5 ans, en discutant, je lui ai dit, dans 5 ans, waouh, ça fait 2030. Dans 5 ans, on est en 2030. C'est incroyable. Je n'ai pas vu les années passer. Donc, voilà, je suis arrivée en France en 2000. Et donc, dans 5 ans, ça va faire 30 ans que je serai voilà, citoyenne française. Et comment tu as vécu ce changement de ta terre natale à la France? Alors, pour être très honnête, j'ai une grande faculté d'adaptation. Okay. Je pense que dans un autre monde, on se réincarne. Hein. Dans un autre monde, je devais peut-être vivre ici déjà, hein, très clairement, parce que je me souviens, la première fois quand je suis arrivée, mes amis m'ont dit, viens, on va le découvrir, la Tour Eiffel, qui est très symbolique de la France, de Paris. Et très étrangement, quand je suis arrivée, j'étais montée sur le Champ de Mars, là, comme ça. Quand j'ai vu cette grande dame, j'avais l'impression de retrouver ma terre, presque. OK. Alors, c'est bizarre, hein, c'est très, très étonnant. Mais en même temps, ça me fait la même chose quand je retourne en Côte d'Ivoire. Je suis à la maison. Donc, je me sens autant à la maison en France. Et d'ailleurs, quand je voyage, au bout d'un certain temps, j'ai besoin de rentrer à Paris. J'ai besoin de retrouver mon Paris. Et pareil, bon, voilà, j'ai eu besoin aussi de retrouver de temps en temps comme ça la Côte d'Ivoire. Donc, ça s'est fait super naturellement. Je suis arrivée... Alors, il ne faut pas que je raconte non plus de bêtises. Ça s'est fait en douceur. Oui. Pour ceux qui connaissent Paris, vous savez que Paris a des quartiers. Oui. Et des quartiers avec des communautés. Donc, quand je suis arrivée, j'ai débarqué à la rue d'Oudoville, dans le 18e arrondissement, métro Mars-Dormois. Et en fait, j'avais vu quand même beaucoup de noirs qui me ressemblaient. Donc, j'étais pas trop dépaysée. Donc, ça allait quand même. Je suis arrivée quand même dans un... Voilà, tout en douceur avant de partir un petit peu dans des environnements où il y avait un peu moins de noirs quand même. Et justement, Chef Sonia aussi, c'est un background dans l'immobilier. Eh oui. Elle a fait beaucoup de choses, Chef Sonia. Pourquoi l'immobilier? L'immobilier, parce que ça a été ma formation. Ça a été ma formation. J'ai un diplôme de juriste en droit immobilier avec un master en management immobilier. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans à la direction immobilière d'un grand groupe. Donc, j'avais en gestion tout le portefeuille habitation à 70% et bureau et usine à 30%. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle du property management. Donc, j'ai fait ça avec un peu de droit immobilier. Et à côté, j'ai eu envie, en 2016, d'être investisseur immobilier. Donc, j'ai pu investir dans l'immobilier. J'ai acheté mon premier appartement en investissement loi Pinel. Et le parcours, en fait, pour acquérir ce bien,
il n'était pas extrêmement compliqué, mais il fallait connaître 2-3 rouages. Je l'ai trouvé intéressant. Donc, je l'ai synthétisé dans un document et je me suis dit, mais pourquoi ne pas accompagner des personnes qui auraient envie, qui auraient mon profil en tout cas, et qui auraient envie aussi d'acquérir un bien en investissement. Et donc, je me suis lancée dans l'accompagnement à l'investissement immobilier, mais toujours à côté de mon travail salarié. Voilà. Donc, du coup, tu passes de l'immobilier, tu passes à la cuisine. Alors, il faut savoir que mon invité, c'est vraiment une boule d'énergie. Et c'est une dame qui peut tout faire. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est bien envoyé. Tout faire. Alors, du coup, comment est venu le déclic de se dire, bon, j'ai déjà tout vu, je vais passer à autre chose? Le déclic, je pense que comme beaucoup de personnes, est venu avec la crise sanitaire. On était en 2020. Déjà, fin 2019, ça cogitait un petit peu dans ma tête. Je me posais la question. J'ai fêté, je n'ai pas de problème pour dire mon âge, donc j'ai fêté mes 40 ans en 2019. Et vous savez, on a toujours cette crise de la quarantaine, cette fameuse crise de la quarantaine. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Parce que j'estimais avoir plutôt bien réussi quand même. J'ai fait plaisir à mes parents qui voulaient que je fasse des études. J'ai un très bon travail. J'ai travaillé quasiment dans de très grands groupes. Je me suis dit, il me reste quoi si ce n'est que dans la deuxième partie de ma vie, me faire plaisir. J'estime avoir élevé un enfant qui est grand, qui avait quasiment fini ses études. À l'époque, il n'avait pas fini ses études encore, mais il était en train. Voilà, je me suis dit, c'était le bon moment pour moi de prendre peut-être un autre virage. Et comme j'avais cette activité en parallèle de Black Culinaria, de la plateforme Black Culinaria, je me suis dit, j'ai mis beaucoup d'entrepreneurs en avant, j'ai mis la lumière sur des personnes qui faisaient des choses au sein de nos industries culinaires africaines. Mais de plus en plus, j'avais envie de cuisiner. En fait, comme j'expliquais en préambule de notre entretien, au début, je cuisinais. À chaque fois que je rentrais de voyage, je cuisinais. Donc, j'aimais cuisiner et recevoir. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'était pas le bon moment pour moi d'interpréter à ma façon ma cuisine à moi et de sublimer ces cuisines africaines dont on parle tant et tant et tant. Chacun a sa propre interprétation, mais quelle est la mienne finalement? Je mets en avant celle des autres, mais la mienne, à quoi ressemble-t-elle? Et c'est vrai que ça coïncidait en même temps avec une espèce de plafond de verre que j'avais aussi atteint dans mon entreprise où les perspectives d'évolution étaient très complexes. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, tente. De toute façon, et à l'époque, j'avais 43 ans, je me suis dit, dans tous les cas de figure, tu as une expertise dans ton domaine initial, qui est l'immobilier. Si ça ne marche pas, allez, donne-toi 5 ans, 6 ans, allez, on va dire à 50 ans, donne-toi là. Et tu dis, à 50 ans, ce qui est très jeune, si ça ne fonctionne pas, eh ben, tu repars dans l'immobilier. Il y aura toujours des besoins en immobilier, il y aura toujours quelqu'un qui voudra acheter un bien. Ça sera ton premier, tu retournes à tes premiers amours de l'immobilier, donc lance-toi, tu ne risques rien. Et c'est comme ça que j'ai été voir ma hiérarchie en leur annonçant que je voulais faire une reconversion professionnelle. Ils étaient pas surpris parce que j'étais très farfelue déjà. Donc, ils se sont dit que c'était peut-être une bonne idée, en fait. Ah non, j'étais un personnage, d'accord, dans mon entreprise. Et mon chef m'a dit, écoutez, je pense que c'est une très bonne chose, je vous encourage. Et ils ont été d'un grand support. Donc, j'ai pu faire le parcours de reconversion professionnelle, vraiment comme il se doit, jusqu'à me lancer, donc à me former et à me lancer. Justement, on va parler de formation. Comment s'est passée la formation? Elle était dure. Hein. Ah ouais. Ah ouais. La formation, déjà, j'aimerais simplement préciser que j'ai fait une école d'art culinaire, qui est l'école Le Nôtre. Enfin, je ne sais pas si on peut le citer, mais en tout cas, voilà, donc l'école Le Nôtre. Je voulais vraiment ne pas faire juste je voudrais juste ne pas faire un CAP classique. Voilà, c'est toujours moi, hein, c'est toujours dans mes ambitions d'excellence et de grandeur. Pas de grandeur, mais plutôt d'excellence. Je me suis dit, au vu de mon âge, et au vu des ambitions qui étaient en accord avec le projet, je ne voulais pas faire juste un simple CAP, mais avoir à intégrer une grande école d'art culinaire pour comprendre vraiment cette notion d'art culinaire. Et au début, je devais faire cette formation avec l'école Alain Ducasse. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons administratives. Et je me suis retrouvée à faire l'école Le Nôtre. Et ça a répondu à 100% à mes attentes.
Déjà parce que l'école de notes, c'est du prestige. Ouais. Et j'avais envie de donner une note de prestige à ma cuisine. Et puis, simplement parce qu'on avait une formation de pointe. Et donc, pour répondre à la question, c'était très, très, très dur. Parce Très que dur. l'école était basée au cœur de Rungis. Donc, Rungis, qui est le premier centre européen de marché, qui alimente quasiment l'Europe. Hein. Donc, très beau site, vraiment nouvelle école flambant neuf. Et moi, j'habite dans le 92. Ouais. Et Donc, tous les déjà ça. matins, il fallait faire le trajet 92, 94. 94. Et ça, donc ça me prenait tous les matins. Il fallait que je parte de chez moi à 5h45, 6h parce que l'école m'a appris aussi la rigueur, même si je l'avais un petit peu dans mon métier. Mais je pense que dans une certaine mesure, on reste artiste quand même quand on fait ce qu'on fait. Mais un artiste sans rigueur, c'est ce que je dis, c'est un passionné qui fait du hobby. Si tu veux réussir dans ce que tu fais, il faut que même avec ton esprit d'artiste, tu sois extrêmement pointu d'un point de vue organisationnel. Et ça, l'école nous a appris. La cuisine, c'est sérieux. Donc, il fallait être là, pile, à 7h30. On commençait les cours à 8h. Il y avait un petit retard d'une minute. On n'entrait plus en classe. Et moi qui avais quitté les bancs, qui n'avais plus de professeurs depuis des années, je me suis retrouvée avec toute la rigueur. Et puis, j'avais entendu parler aussi de la rigueur des cuisiniers, des chefs, des commis. Ah, on s'en est pris plein. Alors, le chef était très clair. Il a dit, voilà, vous êtes là, je ne vous connais pas. En fait, vous, madame, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, ça ne m'intéresse pas. Vous avez pu être PDG d'une société, ce n'est pas mon problème. Vous êtes tous au même niveau et vous êtes mes élèves. Et quand je parle, vous répondez, oui, chef. Et ça a été dur. Le caractère que j'ai, le tempérament, le côté rebelle. C'est-à-dire que surtout quand on a été soi-même responsable de service avec... sous son couvert des personnes qu'on a dû gérer, c'est pas facile de se retrouver en position, d'être en dessous et d'accepter qu'on puisse vous donner un ordre, même quand vous n'êtes pas d'accord, qu'on puisse vous dire, ben voilà, j'entends ce que tu dis, mais en fait, c'est moi qui décide, donc tu fais ce que je dis et tu n'as rien à dire, ça c'est dur. Mais en même temps, c'était très formateur. Donc, moi, je remercie d'ailleurs mon professeur, hein. Chef Alexander Dreyer. If you see this TV show, parce que c'est un Américain. Et donc, c'était super sympa parce que nos formations étaient bilingues en plus. Donc, dans la classe, on avait des Asiatiques, des Brésiliens. Non, c'était hyper intéressant. Ouais. Et donc là, tu sors de cette école prestigieuse. Maintenant, il faut s'imposer. Alors, comment ça s'est passé, l'imposition, face à la communauté, face à toi-même? Alors, il y a eu deux volets d'imposition. La première n'a pas été forcément très simple, parce qu'on n'est pas hyper nombreux, hein, des chefs, hommes ou femmes, qui sublimons comme ça les cuisines africaines. La vague, elle commence à prendre, mais au début, il n'y a pas grand monde. Par contre, il y avait certains qui étaient là depuis un petit moment. Et c'est vrai que moi, je suis un peu la petite dernière qui arrive. Et surtout avec des ambitions hyper affirmées. Hein. Voilà, moi, je veux limite révolutionner. Enfin, en tout cas, ça fait... Donc, ils se sont dit, mais attends, cocotte, toi, tu sors d'où, là? Tu vas te calmer, nous, on est là déjà. Bah, en fait, c'était pas tant révolutionner, c'était apporter ma pierre à un édifice qui était déjà... Voilà, construit, qui est en train de se construire en tout cas. Donc, je ne suis pas forcément sûre que mon approche d'arriver comme ça, dire voilà, je suis la nouvelle, je suis dans le game avec vous, c'était forcément la bonne. Je pense que dans une autre façon de faire, il aurait peut-être fallu intégrer des petites maisons, faire mon petit chemin, commis, ensuite chef de parti, grimper, etc. Le fait est que ce n'était pas mon objectif. Moi, mon objectif était très clair, c'était de créer ma propre ligne de cuisine. Voilà, mon propre univers culinaire. C'était pas tant, en fait, j'avais pas envie de faire carrière, parce que ça prend longtemps hein, pour devenir un chef, un grand chef. Ça prend au moins 10 ans, c'est 10 ans de carrière. Moi, j'avais pas le temps, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai préféré faire une école d'excellence, pour tout de suite avoir tous ces codes-là pour pouvoir me lancer. Bon, par contre, sur la partie grand public, ça a été hyper bien accueilli. C'est-à-dire qu'au moment même où j'étais encore à l'école, on me sollicitait déjà pour me proposer des collaborations. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas attendu la fin de ma formation. Je me suis créé tout de suite une identité.
tout de suite, je me suis mise sur les plateformes. J'ai créé mon site internet. Je me suis inscrite sur LinkedIn. Alors, j'avais déjà ma page LinkedIn d'avant, mais je l'ai remodelée pour l'adapter à ma nouvelle, à ma nouvelle carrière. Donc, j'ai tout fait alors que je n'étais même pas encore sortie d'école. Donc, ça, c'était stratégique. Pour que tout de suite, je prépare les gens à dire « Attention, j'arrive ». Et ça, c'était superbe. Donc, j'ai eu des opportunités incroyables. J'ai, par exemple, participé, alors que j'étais encore à l'école, au salon du chocolat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. J'ai été appelée par un restaurant qui m'a invitée à défendre ma cuisine un soir avec un super événement. Enfin, je trouve que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très bien accueillie. Donc ça m'a plu. Voilà. Alors, sachez que notre chic chef est aussi présente sur YouTube. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo à montrer. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis chef Sonia Marty Sokouri, consultante culinaire, experte des gastronomies noires et la fondatrice de Black Culinaria. Écoutez, chers abonnés, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont tous les préjugés que l'on peut avoir autour des cuisines africaines. Les cuisines africaines sont supposées être épicées, elles sont supposées être très odorantes, elles sont supposées être trop grasses, pas assez gastronomiques, etc., etc. Il y en a pléthore de préjugés, je ne vais pas tous les faire. Cherchez cuisine africaine sur notre ami Google et vous trouverez un maximum de préjugés. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de casser justement le cou à ces préjugés-là, parce que un préjugé, par définition, c'est pas forcément fondé sur une certaine réalité. Pourquoi on a des préjugés sur une cuisine, quelle qu'elle soit? Eh bien, la première des raisons pour lesquelles on a des préjugés, c'est parce que tout simplement, on ne la connaît pas. Moi, je ne connais pas forcément très bien les cuisines d'Amazonie. Eh bien, je vais avoir certains préjugés. Des préjugés d'ailleurs qui sont véhiculés par des personnes qui ont peut-être voyagé une fois là-bas, qui n'ont pas forcément aimé, ou de ce qu'on voit sur les internets, etc. Eh bien voilà, c'est notre chic. Quand je vous dis chic chef, vous comprenez pourquoi. Alors Sonia, là, on ne va pas parler de cuisine, mais on va parler de style. Parce que j'ai remarqué que tu es beaucoup stylée et tout ça. Vient d'où tout ça? Ouh, long story. D'où ça vient? Je pense que j'ai été biberonnée à ça par mes parents. Ok. Maman, dans sa jeunesse et dans sa vie de femme adulte, très, très, très élégante. Les hauts talons, c'est elle. Elle avait une panoplie de hauts talons. Elle avait des parfums comme ça. Voilà. Enfin, vraiment, c'était vraiment le summum de l'élégance à l'africaine, par contre, toujours. Je crois qu'elle avait des belles pièces, hein, des pièces de Yves Saint Laurent. Enfin, vraiment, très, très élégante. Et papa, lui, alors là, je crois que je me demande s'il n'a pas des ancêtres sapeurs congolais. Hein. Papa, très, très sapeur. Donc, j'ai vu mes parents vraiment toujours très stylés, très élégants. Et je crois que ça m'a nourrie. Et vous parliez de mon parcours en disant « c'est tout faire », mais en fait, dans la réalité, c'est que toujours à côté de mon travail, j'ai toujours une activité parallèle. Et ma toute première activité, c'était styliste, créatrice de mode. Ah, ben voilà. Ben voilà, ça t'explique. Voilà, donc une grande affection pour... Alors, je ne dirais pas pour la mode, parce que je ne suis pas les tendances de mode, mais pour l'élégance. Pour l'élégance. Voilà, le style et l'élégance. C'est plus élégant. OK. Et si, justement, d'associer élégance et cuisine africaine, on est en 2024, est-ce qu'il y a du mieux? Oh oui. Honnêtement, quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, on était très, très loin. Hein. On était très loin. Alors, il y avait cette grosse mouvance d'afrofusion. En gros, c'est-à-dire que les premiers cuisiniers qui ont commencé à rendre visuellement attrayant nos cuisines, j'ai l'impression qu'ils se sont sentis obligés d'associer la cuisine africaine à la cuisine européenne pour créer ce mouvement d'afrofusion. Je ne vais pas le mentir, même moi au début, Black Culinaria, on mettait aussi de l'afrofusion parce que c'était un terme générique pour attirer le regard sur nos cuisines. Mais à un moment donné, j'ai pris un peu de distance avec cette notion d'afrofusion. Je considère que pour rendre beau nos cuisines, on n'a pas besoin de la fusionner avec quelque chose d'autre. Donc moi, je dis, je m'affirme en disant être une chef africaine et que ma cuisine est africaine. Alors, les gens, ça les surprend, mais c'est la réalité. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dirait d'un chef français qui fasse de la cuisine franco-fusion, fusionner de quoi? Alors que quand vous prenez aujourd'hui un menu d'un chef français,
étoilé ou pas étoilé, la quasi-totalité de sa carte a un ingrédient qui vient d'ailleurs. Donc, c'est de la fusion. Mais à aucun moment, il s'exprime en disant « je fais de la fusion de quelque chose ». Non, on dit « c'est un chef français, on encense sa cuisine, on lui donne des étoiles en le hissant au niveau de chef français et de cuisine française ». Et moi, j'aimerais qu'on ait ce narratif-là aussi pour nos cuisines. Voilà, j'aimerais qu'on dise que nos cuisines sont aussi de la cuisine africaine, même si ça ne ressemble pas à un plat traditionnel. Et c'est tout ce voyage, cette évolution de nos cuisines, de partir de la tradition à l'innovation, que moi, je suis en train d'essayer en tout cas à mon niveau de faire, avec d'autres personnes qui le font aussi. Je ne suis pas la seule, évidemment. Voilà. Donc, pour répondre à la question clairement, oui, il y a une évolution. Il y a des chefs aujourd'hui qui font des choses extrêmement belles dans l'assiette, qui restent encore frileux sur le terme de cuisine africaine. Je pense que ça doit être stratégique et puis c'est très marketing, voilà, Afrofusion. Mais ils font aujourd'hui, oui, de la cuisine clairement africaine et qui est très très belle. Voilà. Et quel est clairement le chef qui t'inspire le plus? Pour moi aujourd'hui, c'est Dieveil Malonga. Ok. Dieveil Malonga a été pour moi d'ailleurs celui chez qui un soir je suis sortie dîner, qui était de passage à Paris, et qui a déposé en moi, sans le savoir, je pense que peut-être qu'il va le découvrir pour la première fois aujourd'hui, mais sans le savoir, il a déposé en moi cette graine de me dire, un jour, je serai peut-être chef, mais avant, je voudrais mettre en avant des chefs comme lui. Il a vraiment tout compris, il a été précurseur de ces cuisines africaines repensées. Aujourd'hui, il est installé dans un très beau cadre à Kigali, enfin en tout cas au Rwanda. Et il fait une excellente cuisine qui invite vraiment au cœur de l'assiette toutes nos épices africaines. Et il fait appel vraiment à tout le terroir voilà, de différents pays, du Cameroun, il va au Congo, enfin, il va chercher toutes ces épices. Et il réinterprète de manière merveilleuse nos cuisines. Donc pour moi, c'est vraiment lui aujourd'hui que je place en numéro 1 dans les chefs coup de cœur qui m'inspirent. Ben, merci beaucoup Sonia. On va faire une pause et on va passer à une rubrique que j'aime tant faire et que mes invités n'aiment pas. Le scanner. Elle a déjà peur. Oui, j'ai peur. T'inquiète pas. Alors Sonia, on parle de cuisine depuis tout le temps. Quelle est la nourriture que tu aimes le plus? Alors, ça va vous surprendre. Alors, la nourriture, le style de nourriture ou un plat que j'aime le plus? Non, un plat. Un plat, ah oui, ça va vous surprendre. Moi, je suis très traditionnelle dans mes assiettes. Hein. Je crois que c'est un plat de mon pays. Hein. J'adore le plat Kali et la sauce copée. Ah, mais c'est tout. Ah, mais c'est tout. avec, comme dirait une coach que j'aime beaucoup, que je ne cite pas, mais qui dit avec tous les animaux dedans. Les animaux, voilà, escargot, ah non, mais avec le plot, l'escargot, le crabe. Non, une sauce copée chargée. Voilà, bien chargée, bien chargée. Ça, c'est mon plat préféré. Super. Sonia, quelle est la chanson que tu aimes le plus? Oh my God. Oh, j'écoute tellement de choses. J'ai des goûts tellement éclectiques. J'écoute du jazz, j'écoute de la soul, j'écoute du rap ivoire. Enfin, j'écoute vraiment beaucoup de choses. Je dirais, alors c'est Spotify qui m'a fait découvrir ça. Je crois que j'ai écouté beaucoup de... Alors, oh là là, mon Dieu. Quelle est la chanson que j'ai écoutée énormément? Je crois que c'est du Mélodie Gardot. Hein. Okay. C'est du Mélodie Gardot, donc c'est du jazz, vous voyez. Je crois que c'est Baby I'm Full, enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Sur la cuisine, pardon, là, on revient encore à la cuisine. Je suis vraiment matrixée par la cuisine. En Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup ce que fait José. Okay. Donc j'écoute beaucoup José, j'aime vraiment beaucoup les sonorités. Et j'ai découvert le rap ivoire il n'y a pas longtemps, j'aime beaucoup aussi, les Kif No Beat, etc. J'aime beaucoup. Et puis sur la chanson française, alors je n'écoute pas beaucoup de chansons françaises, mais mon fils qui écoute beaucoup de rap me fait découvrir l'univers du rap. Et j'avoue que je prends plaisir à écouter des sons de
voilà, de rap français, ça me plaît beaucoup. Aussi. Voilà. Okay. Donc j'ai vraiment, vous voyez, c'est vraiment... c'est vraiment varié. On parle varié. En fait, ce qui me plaît, moi, dans la musique, c'est qu'est-ce que ça va me procurer comme énergie, qu'est-ce que ça va, où ça va m'emmener. Donc je peux commencer ma musique, ma journée, pardon, avec un truc très soul, ou même très lounge. J'adore aussi tout ce qui est, tout ce qui est lounge, tout ce qui est deep house. Enfin, je peux commencer ma journée comme ça. Et au milieu de la journée, pendant que je cuisine, ça va être un bon coupé décalé ou une cuisine. Alors, j'adore la rumba congolaise aussi. Je suis une très grande fan de rumba congolaise. Et puis le soir, on va terminer, voilà, comme je disais, en jazz ou en truc. Enfin, vraiment. S'apaiser. Voilà, exactement. Donc voilà. C'est très éclectique. Sonia, quelle a été ta plus grosse bêtise? Quand j'étais enfant ou quand j'étais grande? Alors, quand j'étais enfant, je vais parler de quand j'étais enfant parce que je la marque encore là. Donc, j'ai une cicatrice là qui est vraiment, voilà, qui est ma belle cicatrice de mes 2 ans. Ma mère m'a expliqué que j'étais touche à tout, j'étais curieuse, mais je pense que c'est la même curiosité qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Hein. Et j'étais surtout impatiente. Et je pense que ça ne m'a pas quittée non plus. Et j'avais soif. J'étais toute petite, un petit bébé de 2 ans, j'avais soif et ma mère, bon, à l'époque, il n'y avait pas le portable, donc je ne sais pas de quoi elle était occupée. Hein, maman, si tu vas nous répondre, tu faisais quoi à ce moment-là? Il faut tout le temps quelque chose. Voilà, mais ça traînait et il paraît que je suis allée ouvrir le frigo toute seule. Et du haut de mes 2 ans, j'ai voulu prendre une bouteille. À l'époque, les bouteilles en plastique n'existaient pas, donc c'est des bouteilles en verre. Et c'était tellement plus lourd que mon pauvre petit poids. C'est tombé. Et ma mère me dit, elle a hurlé. Et en fait, quand elle a hurlé, moi, j'ai eu peur. Et enfin, je suis tombée dans le verre. Et je me suis fait cette belle coupure qui est ma marque, qui est mon tatouage à moi. Donc, c'est ma plus grosse bêtise. En tout cas, enfant, bébé. Voilà. Toujours cette curiosité exactement. Envie de découvrir. Ok, dernière question. Ton plus grand défaut? Mais je crois que je l'ai un peu dit, hein, c'est l'impatience. Hein. Impatience. Hein. Alors, je deviens patiente avec le temps. Et je pense que quand on devient aussi parent, on apprend la patience. Nos enfants nous forment beaucoup. Mais je pense que je suis impatiente et impulsive. Voilà. Et je crois que les deux vont ensemble. Voilà. Bon. Merci beaucoup. On va refermer la parenthèse. En tout cas, c'est assez sympa d'en savoir un peu plus. Aujourd'hui, est-ce que tu vois des jeunes générations peut-être s'inspirer d'un parcours comme le tien, s'intéresser de plus en plus à sublimer la cuisine africaine? Oui, je vois énormément, et grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un petit jeune que j'aime beaucoup, qui est sur Instagram, là, qui fait des choses merveilleuses. Donc, ça m'arrive de discuter un peu avec lui, d'ailleurs, inbox. Alors lui, c'est vraiment, voilà, il va te prendre, je dis n'importe quoi, de la banane plantain, en faire une pizza. Et donc, je crois qu'il y a une volonté de plus en plus des jeunes d'aller chercher l'essence de ce qu'ils sont, donc afro-descendants, parce qu'eux sont nés peut-être ici. Par contre, ils viennent de quelque part et ils ont envie, je pense, et c'est tout à fait normal, d'utiliser ces ressources-là de leurs parents, de leurs ascendants, pour en faire quelque chose qui ressemble au code qu'eux voient tous les jours dans leur environnement quotidien. Donc, ça va emmener à des burgers à locaux, ça va emmener à des burgers mafés, il y a ça. Enfin, c'est vraiment... et moi, je trouve que c'est sympa. C'est sympa de voir ça, cette nouvelle mouvance urbaine autour de nos cuisines qui emmène à des choses vraiment extraordinaires. Ouais. Là, on a parlé de parcours ici en France. En Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé pour chef Sonia? Alors moi, finalement, la Côte d'Ivoire, j'ai dû y retourner comme un peu l'enfant prodige qui revient. Je dois quand même le dire, personne ne m'y attend là-bas. Enfin, les gens ont évolué, ils font leur vie. Mais il était important pour moi, dans mon parcours, de retourner dans le continent et au pays, pour me présenter cette fois-ci en tant que chef. Et donc, j'ai fait ce voyage-là en 2023, où je suis partie pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, j'ai redécouvert mon pays, j'ai connecté avec des gens intéressants, j'ai pu faire un dîner à 4 mains avec un chef local reconnu. Les gens sont venus goûter à ma cuisine et ça a été un très, très, très bel accueil.
Beaucoup de curiosité aussi, parce que les gens sont habitués à manger des choses voilà, plutôt locales, traditionnelles, même dans un milieu très élevé. En fait, si vous voulez, le problème, c'est un problème, mais oui et non, mais on va dire la particularité de l'Afrique, c'est que soit on est très cantonné sur nos cuisines traditionnelles, soit on se tourne totalement vers les cuisines occidentales, notamment les cuisines françaises. Donc, vous allez avoir une panoplie de restaurants traditionnels, ou français, ou italiens, ou japonais, etc. L'entre-deux, cette nouvelle proposition, encore une fois, de cuisine créative, à partir de nos ingrédients africains, n'existe pas, quasiment pas, en fait. Donc, il faut tout réinventer, il faut tout réécrire. Il y a 2-3 chefs qui émergent, mais on reste encore, vous voyez, dans l'association et pas dans la création totale. Donc, moi, je suis plutôt partisane de création originale qui sort vraiment et pas d'association. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Et donc, faut éduquer les gens. Ils ne sont pas éduqués encore à cette nouvelle cuisine. Donc, ça a été tout le travail qu'on a fait et que je vais continuer de faire. Donc, j'espère que voilà, ça sera bien accueilli. Mais voilà, c'est ça. Les perspectives de 2025. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. C'est retourner sur le continent pour 2 missions. Hein. Donc, première mission, déjà me nourrir du continent, qui a beaucoup de choses encore à nous apprendre. Moi, je ne connais pas tout. Hein. Il y a tellement de produits encore méconnus. Donc, il faut aller chercher ces produits-là. Donc, faire un peu le tour de l'Afrique, aller dans des pays que je ne connais pas encore. Et puis, deuxième mission, c'est recueillir tout ce que j'aurais donc vu, entendu, enfin voilà, et en faire une synthèse et faire de nouvelles propositions culinaires à nouveau. Donc, voilà. Et on arrive à la fin de cet échange. C'est vrai que c'est Déjà passé hyper vite. Oui, c'est passé vite. Ton mot de la fin. J'ai tellement de choses à dire. Le mot de la fin, je dirais que je suis quand même contente de la tournure que prennent les choses d'une manière générale pour l'art culinaire africain. De belles initiatives sont en train d'être mises en place, que ce soit par moi-même ou par des confrères. Des collectifs se créent, des associations se créent, des mouvements de femmes, de restaurateurs africains, enfin voilà. Et tout ça, pour moi, c'est de très bon augure. Donc, j'ai envie de dire, croyons en nous, croyons en cette cuisine-là. Et au-delà de ça, pour parler d'une manière générale, d'entrepreneuriat ou pas forcément d'entrepreneuriat, mais de volonté de réussir à titre personnel, j'ai envie de dire, voilà, chaque fois qu'on a une idée, il faut s'y accrocher. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut tout réussir, on peut tout faire, et quel que soit même l'âge. Voilà, l'âge n'est pas un frein, ça ne détermine pas la fin d'un parcours, ça peut être le début de quelque chose. Donc, croyez vraiment en vous, en ce que vous faites, et mettez surtout toute l'énergie qu'il faut. C'est-à-dire que n'allez pas faire quelque chose à moitié, ne le faites pas dans la demi-mesure. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous donner une limite, ce qu'on appelle une deadline, une date butoir. Vous vous dites, voilà, moi je veux me donner tous les moyens possibles et inimaginables pour arriver, mais je me donne cette date butoir-là. À partir de cette date-là, si je n'ai pas atteint mes objectifs, à ce moment-là, je repense soit la chose, je refais autre chose, je prends un autre chemin ou j'arrête totalement. Mais pendant cette période-là, avant d'arriver à ma date butoir, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir mon objectif. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. J'ai été vraiment ravie de discuter avec toi. Et moi, j'ai été ravie aussi de vous voir nombreux sur cette émission. Et j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que l'invité vous a autant plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Je suis la journaliste, votre présentatrice. Et retrouverez-moi pour un nouveau profil inspirant très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!